Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à une période absolument charnière de l'histoire européenne. Imaginez un peu, Napoléon est vaincu et les grands rois et empereurs se réunissent. Leur but, redessiner la carte de l'Europe, un peu comme on assemble un puzzle. Et surtout, effacer près de 25 ans de révolution, revenir à l'ordre d'avant. Sauf que, vous vous en doutez, tout ne va pas se passer exactement comme il l'avait prévu. Nous nous endormons sur un volcan. C'est fort comme image, non? Ces mots ne viennent pas de n'importe qui. C'est Alexis de Tocqueville, un observateur très fin de son époque qui les prononce en janvier 1848. Il sent bien que sous le calme de façade, quelque chose est en train de bouillir. Et il a vu juste. Quelques semaines plus tard, c'est toute l'Europe qui s'embrase. Cette phrase, elle résume parfaitement la période qu'on va étudier. Une marmite sous pression, prête à exploser. Alors, comment on en est arrivé là? Voilà notre programme. On va d'abord remonter au Congrès de Vienne, ce moment où les vainqueurs de Napoléon essayent de verrouiller l'Europe. Ensuite, on verra comment, malgré cette tentative, de nouvelles idées continuent de faire leur chemin, les idées de liberté et surtout de nation. Puis, on plongera au cœur des révolutions de 1830 et du fameux Printemps des peuples de 1848. On prendra un moment, essentiel pour le bac, pour voir comment analyser un document d'histoire. Et enfin, on se posera la question de l'héritage de cette période, avant une petite fiche révision pour tout synthétiser. Allez, on y va? On commence donc notre voyage à Vienne en 1814. L'Europe sort de presque 25 ans de guerre. Napoléon est enfin hors jeu. Les 4 grands vainqueurs, c'est-à-dire l'Autriche, la Prusse, la Russie et le Royaume-Uni, se retrouvent donc dans la capitale autrichienne, et là, pendant des mois, ça va être une fête quasi permanente. Mais attention, derrière les bals et les réceptions, il y a un objectif très sérieux. Remettre de l'ordre. Leur ordre. Le véritable chef d'orchestre de ce congrès, c'est lui, le chancelier autrichien Clemens von Metternich. Son obsession, son cauchemar, c'est la Révolution française et ses idées. Pour lui, la liberté, l'égalité, c'est une sorte de maladie qui a failli détruire l'Europe. Le remède qu'il propose, c'est la restauration. On remet les rois légitimes sur leur trône, on redessine les frontières pour qu'aucune puissance ne soit trop forte, et on met en place un système pour s'assurer que les peuples ne se révoltent plus. En fait, ce qui se joue ici, c'est un véritable choc entre deux visions du monde. D'un côté, on a l'héritage de la Révolution de 1789, l'idée que le pouvoir vient du peuple, que chaque peuple a le droit de choisir son destin, que la liberté est un droit fondamental, et de l'autre, on a les principes de 1815, ceux de Vienne, le pouvoir vient de Dieu et se transmet de père en fils, l'ordre et l'autorité sont plus importants que tout, et l'équilibre entre les grands empires prime sur les désirs des petites nations. C'est un combat idéologique qui va durer tout le siècle. Metternich le dit lui-même, sans langue de bois. Pour lui, la souveraineté du peuple, c'est une blague, une idée dangereuse. Il pense que le peuple est un enfant, qu'il faut guider et surtout qu'il faut tenir loin, très loin du pouvoir. Cette citation, elle résume parfaitement l'esprit de ce qu'on appelle l'ordre de Vienne, un système conçu pour être anti-révolutionnaire et anti-national. Mais est-ce qu'on peut vraiment effacer des idées comme ça d'un coup de gomme? Les rois et les empereurs de Vienne y croient dur comme fer. Sauf qu'ils sous-estiment complètement la force des idées de la Révolution. Les graines ont été semées un peu partout en Europe. Et ce qui va germer, ce sont les aspirations à la liberté et surtout le sentiment national. Le sentiment national, c'est quoi au juste? C'est l'idée, toute nouvelle et assez révolutionnaire pour l'époque, qu'un groupe de personnes qui partagent une langue, une culture, une histoire commune forment une nation. Et que cette nation a le droit d'avoir son propre État, d'être indépendante. Pensez par exemple aux Polonais, dont le pays a été rayé de la carte et partagé entre la Russie, la Prusse et l'Autriche, ou aux Italiens, divisés en plein de petits royaumes. Eh bien, ils commencent à rêver d'unité et d'indépendance. Et comment ces idées se propagent-elles? Pas seulement par des livres ou des journaux. L'art va jouer un rôle immense. Le mouvement romantique, qui met en avant les émotions, les passions, l'histoire des peuples, va devenir le haut-parleur de ces nouvelles aspirations. L'exemple le plus marquant, c'est le philhellénisme, c'est-à-dire l'amour de la Grèce. Dans les années 1820, quand les Grecs se révoltent contre l'Empire ottoman, toute l'Europe intellectuelle et artistique s'enflamme pour leur cause. Prenez ce tableau par exemple, scène des massacres de Scio, d'Eugène Delacroix. C'est une véritable claque visuelle. Delacroix ne nous montre pas des héros en armure, mais des civils, des familles massacrées. Il fait du peuple le héros tragique de l'histoire. Ce tableau, quand il est exposé à Paris en 1824, c'est un choc. C'est plus que de l'art, c'est un acte politique qui va mobiliser l'opinion publique pour la cause grecque. Mais quand on ne peut pas s'exprimer librement, quand les gouvernements pourchassent les opposants, que fait-on? Eh bien, la lutte devient souterraine, clandestine. Un peu partout en Europe, on voit apparaître des sociétés secrètes. En Italie, par exemple, il y a les Carbonari. Leur nom veut dire charbonnier.
Ils se réunissent en secret, dans l'ombre, pour préparer la révolution qui unifiera leur pays. Donc, si on résume, on a un ordre monarchique qui veut tout contrôler et des peuples qui, en dessous, aspirent à plus de liberté. Le mélange est explosif. Et l'explosion, elle va avoir lieu. Pas une fois, mais deux. Deux grandes vagues révolutionnaires vont secouer l'Europe. Première alerte, en 1830. Ça part de Paris. En 3 jours à peine, qu'on appellera les Trois Glorieuses, le peuple parisien se soulève et renverse le roi Charles X, jugé beaucoup trop autoritaire. C'est une victoire, mais une victoire un peu amère. La révolution est en quelque sorte confisquée par la bourgeoisie, qui a peur du désordre et qui met sur le trône un nouveau roi, Louis-Philippe. C'est une révolution, oui, mais une révolution inachevée. 18 ans plus tard, en février 1848, la marmite parisienne explose à nouveau, et cette fois beaucoup plus violemment. Une crise économique, le refus du roi d'accorder plus de droits, il n'en faut pas plus. Paris se couvre de barricades, Louis-Philippe s'enfuit, et cette fois-ci, on ne prend pas un nouveau roi, on proclame la République, la Deuxième République. Et là, il se passe un truc incroyable. La nouvelle de la Révolution à Paris se propage à une vitesse folle, comme une traînée de poudre. C'est l'étincelle qui met le feu à toute l'Europe. À Vienne, le fameux Metternich est obligé de fuir. À Berlin, le roi de Prusse doit faire des concessions. À Budapest, les Hongrois réclament leur indépendance. C'est ce qu'on a appelé le printemps des peuples. Un moment d'espoir fou où on a l'impression que l'Europe des rois est en train de s'écrouler. Mais le printemps ne dure qu'un temps. Les monarques, une fois la surprise passée, s'organisent. Leurs armées, elles, sont restées loyales. Et la répression va être terrible. Partout en Europe, les révolutions sont écrasées, souvent dans le sang. C'est un échec. Le rêve est brisé. Mais est-ce que c'est un échec total ? Pas vraiment. Car rien ne sera plus jamais comme avant. Les peuples ont vu qu'ils pouvaient faire tomber des rois. Le printemps des peuples, c'est en quelque sorte la répétition générale pour les révolutions à venir. Bon, on fait une petite pause méthodologique. C'est bien de raconter les événements, mais une question se pose. Comment les historiens savent-ils tout ça ? Eh bien, grâce aux sources. Et savoir analyser une source, c'est une compétence cruciale, pas seulement pour réussir au bac, mais aussi pour se forger un esprit critique dans le monde d'aujourd'hui. Pour l'étude de documents au bac, la méthode est assez simple. Elle se fait en 3 temps. D'abord, on présente le document. C'est quoi, qui l'a écrit, quand, dans quel contexte. Ensuite, on analyse le contenu. Qu'est-ce que ça dit, quelles sont les idées, les arguments. Et enfin, l'étape la plus importante, la critique. Est-ce que ce document est fiable? L'auteur est-il objectif? Qu'est-ce qu'il cherche à faire en écrivant ça? Pour que ce soit plus concret, prenons un exemple. Voici un extrait d'une lettre de l'écrivaine George Sand, datée du 9 mars 1848. Écoutez bien. « Vive la République! Quel rêve! Quel enthousiasme! J'ai vu le peuple grand, sublime. Nous y périrons tous plutôt que de la lâcher. » On sent la passion, l'émotion du moment, non? Appliquons notre méthode. Première étape, présenter. C'est une lettre privée écrite par George Sand, une artiste très engagée politiquement, juste après la Révolution de 1848. Deuxième étape, analyser. Le texte exprime un espoir immense, une ferveur, avec un vocabulaire très passionné. Troisième étape, critiquer. C'est ce qu'on appelle une source chaude, écrite à vif. Elle est géniale pour comprendre l'état d'esprit des révolutionnaires. Mais évidemment, ce n'est pas un rapport objectif. C'est le témoignage subjectif d'une républicaine convaincue. Et c'est justement ça qui en fait tout l'intérêt. Alors, au final, pourquoi est-ce qu'on étudie cette période? En quoi ces histoires de rois et de révolutions qui ont presque 200 ans peuvent-elles bien nous intéresser aujourd'hui? Tout simplement parce que les grandes questions qui ont été posées entre 1814 et 1848 sont pour beaucoup encore les nôtres. Qu'est-ce qu'une nation? Quelle place pour les peuples dans le gouvernement? Comment trouver un équilibre entre la liberté et l'ordre? L'Europe des États-nations, l'Italie, l'Allemagne, qui vont s'unifier quelques décennies plus tard, sont les héritières directes du printemps des peuples. Et les débats sur la démocratie, eux, ne sont toujours pas terminés. Allez, on termine avec l'essentiel de l'essentiel, la petite fiche de révision à garder en tête pour le bac. Retenez bien ces 3 dates repères. 1815, le Congrès de Vienne qui met en place la Restauration. 1830, la première vague de révolution. Et 1848, le printemps des peuples. 3 acteurs à connaître, Metternich, le grand défenseur de l'ordre ancien, Louis-Philippe, le roi des Français, issu de la Révolution de 1830, et François-Joseph, l'empereur d'Autriche, qui incarne la répression de 1848. Et enfin 3 notions fondamentales, le libéralisme, le nationalisme et la Restauration. Et je vous laisse sur cette question, une vraie question d'historien. Alors, 1848, échec total ou répétition générale, un rêve qui s'effondre ou la première étape vers une Europe des nations et des démocraties? Il n'y a pas de réponse simple. L'histoire est toujours plus complexe qu'on ne le pense.
Voilà, merci pour votre attention et on se retrouve très vite pour un nouveau chapitre.